etc. Des transports, bon, ceux qui ont été en Afrique, ils savent comment, dans quelles conditions ils voyagent, etc. Bien, des taux d'intérêt financiers très élevés, accessibles, bon, difficulté d'accéder à des crédits, etc. C'est des impôts et taxes, qui va dire mot, et des dévaluations, etc. Alors, voilà ce que dit le Premier ministre Pierre Messmer. Il dit les États africains devront se résigner à des dévaluations en série du franc CFA. Parce que c'est ce que je vous ai dit. On accumule des déficits. Donc ce sont des dévaluations qui vont venir. Lesquelles dévaluations sont salutaires pour l'Europe? Quand je dis l'Europe, il ne s'agit pas des citoyens lambda ici, assis. Non, ceux qui dirigent l'Europe. Parce que pour reconstruire l'Europe, surtout pour reconstruire les pays pauvres de l'Europe de l'Est qui intègrent l'Europe occidentale, il faut des matières premières. Ces matières premières, ils ne vont pas les prendre en Chine. Ce n'est pas non plus aux États-Unis, ni en Australie, mais c'est ici en Afrique. Donc, c'est une programmation scientifique des séries de dévaluations. C'est de ça que Pierre Messmer parle. Car, précise-t-il, la garantie française n'est qu'une chimère. Il ne faut pas croire au Père Noël. La France seule, dans l'Union européenne, n'aura pas la possibilité de combler éternellement les déficits budgétaires africains. Le franc CFA sera, comme en 1993, surévalué par rapport à la réalité économique et surtout financière des pays africains concernés. Et M. Vincent Bolloré, qui est un grand acteur économique là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Et des filières entières sont déjà en difficulté et toutes le seront si, à un moment que je souhaite le plus proche possible, un réalignement ne se produit pas. Le mot réalignement ici, c'est un mot savant, mais ça veut dire seulement si on ne dévalue pas. Voilà ce que ça veut dire. Donc, ce sont des opérateurs économiques. Une des conséquences aussi qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous avez ce qu'on appelle la parité fixe, vous êtes dépouillé de ce qu'on appelle l'arme monétaire. C'est-à-dire, je vais prendre votre exemple. Lorsque il y a eu le problème du 11 septembre 2001, je crois, oui, c'est ça, aux États-Unis. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'économie a failli tomber. Les Américains, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent qu'eux, ils privilégient la lutte contre le chômage. Donc, ils ont fait glisser, ils ont affaibli le dollar par rapport à l'euro. Ce n'est pas parce que l'économie européenne est plus puissante que l'économie américaine. Je respecte votre sensibilité maintenant, je vous parle là en nom scientifique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont affaibli l'euro. Non, le dollar. Pour que, aujourd'hui, comme on va dire, voilà, M. Dupont, européen, français surtout, il vend des pommes. Il exporte aux États-Unis. Sa pomme, il met égale 1 euro. Si 1 euro égale 1 dollar, sa pomme arrivée là-bas va coûter 1 dollar. Qui est en compétition avec les autres pommes, on va dire 1 dollar aussi. Très bien. Mais si le lendemain, on vous dit non, l'euro ne vaut plus 1 dollar, mais vaut 1,4 $, ça veut dire quoi? La pomme, j'ai toujours mis 1 euro, mais ça devient 1,40 $. Le consommateur qui est rationnel, qu'est-ce qu'il va acheter? La pomme française est en compétition avec les autres pommes qui coûtent 1 $. Quelle pomme selon vous il va acheter? Il va acheter ce qui coûte moins cher, même si c'est un Français qui vit là-bas. C'est normal, non? Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle en termes techniques, ils font du protectionnisme monétaire. C'est-à-dire qu'ils protègent leur économie à travers l'affaiblissement du dollar. Et ils disent, voilà, nous sommes un pays ouvert, nous sommes le père du capitalisme. Venez, Européens, venez vendre chez nous. Seulement vos produits coûtent trop cher. Pardon? Voilà, mais ici, il joue sur le taux de change. Ensuite, lui, l'Américain, qui a ouvert son marché, où vous ne pouvez pas vendre parce que vous coûtez trop cher, lui, il peut venir vendre moins cher ici. C'est ça. Eh bien, c'est la même chose. Lorsque vous avez le rattachement de votre monnaie à un taux de change fixe, comme c'est le cas de l'Afrique, il ne faut pas jouer sur ça. C'est ça que j'appelle l'impossibilité pour les Africains de manipuler souverainement le taux de change comme les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire. Les Chinois le font. Hein.
Et c'est une rigueur monétaire qui est inutile et sans fin. Prenons des exemples. Je dis que les Africains devraient méditer sur la valeur des monnaies de certains pays en voie de développement. Par exemple, et vous pouvez le vérifier, pour un seul euro, un seul, quand vous prenez un seul euro, vous allez en Corée du Sud. On vous donne 1500 won, c'est leur monnaie. La Corée du Sud était derrière des pays africains en 1960 comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire et vous. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, et il y a des économistes, la Corée du Sud fait partie des pays en voie de développement très poussé, c'est-à-dire c'est la 15e puissance économique du monde. Vraiment. La Corée du Sud. Pourtant, sa monnaie, pour 1 euro, on donne 1500 won. Alors que pour les pays africains de la zone franc CFA, pour 1 euro, on donne 655,957 francs CFA. Bon, arrondissons à 656. C'est-à-dire, on leur donne une monnaie forte. Prenons un deuxième exemple. Quand on prend l'Indonésie, pour 1 euro, vous avez 12 000 roupies. 12 000 roupies. Un troisième exemple, l'Iran. L'Iran qui fait peur aux États-Unis. L'Iran qui envoie des agents dans l'espace pour 1 euro, on donne 14 500 rials. Peut-être même c'est tombé aujourd'hui, je vous parle à 15 000. Et enfin, le dernier exemple, le Vietnam, qui a connu la guerre contre la France, qui a connu la guerre contre les États-Unis, qui est le deuxième pays exportateur mondial du riz. Pour 1 seul euro, on donne 27 000 dong. Donc, c'est leur monnaie. Ce que je suis en train de dire à travers ces exemples. Car, comme je l'ai dit, le milieu étant hétérogène, les théories spéculatives et intellectuelles, je les enlève. Mais donner des exemples pour que tout le monde comprenne et qu'on en discute. On est bien d'accord? Bien. Donc, vous comprenez que quand bien ils ont une monnaie très faible comme ça, eh bien, ils se nourrissent, ils mangent à leur faim. Ce qui n'est pas le cas dans les pays de la zone française qui sont au bas de l'échelle mondiale. Donc, vous voyez, à travers ça, comme dit Lionel Jospin, c'est pour détourner les pays africains de la zone française des États-Unis vers l'Europe. Et ils font une intégration subalterne dans l'Union européenne. Pourquoi? Parce que pour pouvoir commercer avec l'Union européenne, il y a la conditionnalité. Il faut exporter les matières premières brutes, agricoles, minières, minérales et énergétiques, sans les avoir transformées au préalable. C'est ça. Et c'est grâce à ça, on fait le commerce. Nous allons démontrer plus tard que c'est ça qui est la cause même du sous-développement des pays africains. Ensuite, bon, je vais sauter l'autonomisation de la dette parce que si l'euro, et ça on l'a vérifié, si l'euro était plus faible que le dollar, il est évident que la monnaie, les dettes africaines, toutes seules, augmentent, s'autonomisent en toute autonomie. Mais ce n'est pas le cas actuellement, heureusement. Ensuite, les pays africains de la zone franc CFA ne peuvent pas commercer avec les autres pays d'Afrique parce qu'ils ont une monnaie artificiellement gonflée. Donc, ils sont exclus du commerce afro-africain. Or, l'avenir de l'Afrique ne se trouve pas en Europe, ne se trouve pas aux États-Unis. L'avenir de l'Afrique se trouve en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est 1 milliard. Mais dans 39 ans, ça sera 2 milliards. Donc, si les pays africains ne commercent pas entre eux, on se demande où est-ce qu'ils vont aller. Donc, vous voyez bien que cette exclusion, c'est le cas terrible. Ensuite, le contrat des pays africains du CFA par l'Union européenne, qui peut à tout moment dévaluer le franc CFA, je vous l'ai déjà expliqué, parce que c'est dans l'intérêt. Ensuite, le nazisme monétaire de l'Angleterre, tout ça, on va sauter. Deuxième principe, c'est le principe des comptes d'opération. Je vous ai dit que le nazisme monétaire aussi se manifeste par les comptes d'opération qu'on appelle à l'époque le clearing. Voilà ce que dit Pierre Catala lorsque Hitler appliquait le nazisme monétaire ici. Qu'est-ce qu'il disait? Eh bien, les nazis disaient ceci. Exemple, vous les Européens, les Français, on a besoin, admettons, l'équivalent de 3 millions ou bien 100 millions de pommes de terre. Comme on sait qu'à Paris, le gouvernement qui est à Paris, ce n'est pas lui qui va aller dans les champs. Donc, on fait injonction sur le gouvernement pour dire apportez-nous l'équivalent de 100 millions de pommes de terre.
Mais le paysan qui est dans la campagne, lui, pour qu'il apporte les pommes de terre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il soit payé immédiatement. Donc les nazis disent ceci. Vous les Français, puisez dans votre propre caisse et payez les paysans immédiatement et apportez-nous les pommes de terre. Les 100 millions, eh bien, on va ouvrir ici en Allemagne, chez nous, un compte pour l'État français que nous allons créditer. C'est-à-dire, on va mettre un signe plus, qu'on vous doit 100 millions. Est-ce que je me fais comprendre? Vous voulez que je reprenne? Ben, c'est super important. Et là, quand les Français, ils s'exécutent, donc ils ont là-bas dans leur compte que les Allemands ont ouvert, où il y a 100 millions, pour utiliser, il faut deux conditions. Première condition, il faut importer d'Allemagne. Deuxième condition, il faut demander l'autorisation préalable de Hitler. Chose que Hitler ne donne jamais. C'est-à-dire que, en fait, c'est une stratégie savante élaborée par les Allemands pour contraindre les Français à leur donner gratuitement les produits dont ils ont besoin. Et Pierre Catala dit ici, en vertu d'un accord intervenu en 1940, la France finance des exportations faites à destination de l'Allemagne. Ça veut dire que chaque fois qu'une usine travaille pour le compte allemand, elle est créancière de l'État allemand auquel elle fait de ses fournitures. Mais en fait, c'est le Trésor français qui fait les avances nécessaires en francs français. Nous supportons les charges d'exportation industrielle ou commerciale faites à destination de l'Allemagne. En contrepartie, nous avons un crédit en Allemagne en marque. Ce crédit, nous ne pouvons en disposer que pour les paiements à faire à l'Allemagne. Donc, des charges supplémentaires pour notre trésorerie. En un mot, ils font des avances, mais ils ne pourront jamais récupérer ça. Pour 1943, l'avance faite pour le clearing, c'est ce qu'on appelle le clearing, a pris des proportions inquiétantes, alors que dans le courant des années précédentes, les sommes versées s'établissaient à 2 ou 3 milliards par mois. En septembre 1943, les avances ont atteint la somme de 7 milliards par mois. Les avances faites depuis octobre 1940 s'établissaient à la somme de 115 milliards, etc., etc. Et voilà ce que dit Pierre Arnoux, qui dit la vérité. Enfin, vous avez compris ce qu'il a dit, mais qui confirme. Il dit l'institution et le fonctionnement du soi-disant accord de compensation valurent à l'Allemagne des avantages considérables. Grâce à lui, elle put acheter gratuitement et sans limitation toutes les ressources françaises nécessaires à la population, non, à la poursuite de la guerre et à la subsistance de sa population. Parce que c'est une invention de l'Allemagne. Vous avez dit, mais quel est le rapport avec les pays africains? Mais je vous ai dit que c'est ce que De Gaulle a fait. Parce que, par la suite, bon, là encore, ici c'est Emen, l'ambassadeur plénipotentiaire allemand, installé ici, qui dit que parmi tous les pays qui ont été éprouvés par les Allemands à travers ceci, ce sont les Français. Il dit que le gouvernement français dut, et dans une mesure toujours croissante, financer lui-même nos dépenses d'armement et de cantonnement, nos achats de marchandises en France, ainsi que l'envoi des économies des travailleurs, etc. etc. Bon. Donc c'est la France qui a été le plus à trouver. Maintenant, qu'est-ce que c'est le fonctionnement des comptes d'opération? Eh bien, ici, avant 1973, tous les pays colonisés par la France qui sont devenus indépendants et qui utilisent le franc CFA, et puis injonction leur est faite de dire toutes les devises. C'est-à-dire quand ils vendent à l'extérieur, tout ce qu'ils gagnent comme argent, ils viennent et déposent ça dans un compte qu'ils ont ouvert ici, au Trésor public français. C'est ce qu'on appelle les comptes d'opération. À votre avis, est-ce que ce n'est pas le clearing ça? Et ce n'est qu'à partir de 1973 qu'on a dit, bon, nos amis les Africains, écoutez, nous sommes gentils, ne déposez plus 100%, mais déposez simplement 65%. C'est-à-dire, si vous vendez pour 65 et pour 100 milliards de dollars, eh bien, vous déposez en France 65 milliards et vous prenez les 35 milliards. Et c'est à partir de 2005 que maintenant, grâce à la générosité de la France, on ne dépose que 50%.
Ici et maintenant, tout de suite, au moment où je vous parle. Donc, vous comprenez que